Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Aujourd'hui, nous consacrons ce Tracker Talk à un sujet qui concerne tous les investisseurs, débutants comme aguerris, la couverture en bourse. 2 mois après le début du conflit au Moyen-Orient, cet épisode que nous avions enregistré juste avant l'entrée en guerre des États-Unis prend tout son sens. Car on constate que les indices évoluent toujours proches de leur record, même si la volatilité est très présente. Une volatilité qui s'explique par les nombreuses incertitudes économiques liées notamment à l'explosion des prix de l'énergie, mais aussi par les tensions géopolitiques toujours bien présentes. Dans ce contexte, la gestion du risque devient aussi importante que la recherche de performance. Comment se couvrir efficacement ? Faut-il encore privilégier certaines classes d'actifs ? Peut-on anticiper la volatilité plutôt que la subir ? Pour répondre à ces questions, nous avons accueilli Christophe Klesinski, trader et fondateur de l'école BeTrader, et Julien Decracker, le responsable des investissements chez le courtier Leleu. Place maintenant à l'épisode avec nos deux invités. Messieurs, bonjour. 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 Alors, Julien Decracker, je commencerai peut-être par vous poser une question assez simple. C'est quoi se couvrir en bourse ? La couverture, c'est réduire le risque de son portefeuille. Aussi, ça veut dire accepter de sacrifier de la performance en se couvrant. Donc, la performance s'attire, mais c'est la gestion du risque qui va nous permettre de durer dans les portefeuilles. Donc ça, c'est un petit peu l'objet central chez nous. Donc c'est plutôt une gestion des risques plutôt qu'essayer d'aller gérer de la performance et essayer de créer de la performance en allant contre le marché. Et vous, Christophe, est-ce que dans votre école, par exemple, chez BeTrader, est-ce que vous sentez que les étudiants sont sensibles à cette question de couverture en bourse ? Disons qu'on essaye de les sensibiliser au maximum par rapport à la gestion des risques, qui est importante, qui est fondamentale en tout cas dans la gestion des dérivés. Mais ça reste bien sûr l'éternel problème quand vous travaillez avec des surexpositions au marché, avec des produits dérivés à effet de levier important. Lorsqu'il y a un mouvement de marché de 2 ou 3%, ça peut vite faire 15-20% si vous êtes surexposé au marché. Donc là, la gestion du risque est indispensable. Et vous, dans les rapports que vous avez avec vos clients, est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui est important chez eux au moment de la constitution d'un portefeuille ? Ça s'est amélioré. Donc on voit de plus en plus que le client particulier, l'investisseur particulier regarde à la globalité de son portefeuille, mais ça reste de la gestion de portefeuille. Et donc ça, c'est central dans notre métier. Quels sont les risques liés à notre portefeuille ? Quelle est la corrélation entre les différents actifs de notre portefeuille ? Donc, c'est vraiment une expertise spécifique de ne pas regarder un actif individuel, mais regarder la globalité du portefeuille. On a vu là après le Covid que investir dans la tech était presque devenu automatique dans le chef des nouveaux investisseurs, des jeunes investisseurs. Et il y avait aussi cette notion de à chaque baisse racheter. Là aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Est-ce que vous observez des nouvelles stratégies à cause du climat et du contexte actuel ? Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a de nouvelles stratégies pour se couvrir du risque ? On avait beaucoup de produits structurés avec notamment des produits dérivés. Et on voit arriver sur le marché une simplification, donc notamment des ETF qui sont actifs avec une stratégie de couverture, avec un objectif de volatilité. Donc c'est des processus quantitatifs, automatisés. Et donc on voit ça depuis quelques années arriver sur le marché et c'est de plus en plus disponible pour le particulier d'aller rechercher cette stratégie qui nous permet de s'exposer au marché et d'avoir une performance qui peut être à la hausse, très positive et couverte à la baisse via une stratégie à l'intérieur de cet ETF. Et alors en général, dans cette gestion long terme, on disait souvent qu'avoir un peu d'or, miser sur des métaux précieux, c'était des bons réflexes à avoir. Là, on a vu par exemple typiquement sur l'or et les autres métaux précieux, la couverture est
peut-être devenu ce qui a tiré la performance de beaucoup de portefeuilles. Est-ce que c'est encore vu comme une couverture naturelle ? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de couverture parfaite de toute manière, puisqu'une couverture a un coût dans un portefeuille et ça va certainement brider les performances. L'or, pour moi, reste un actif contre l'inflation, qui est quand même malgré tout assez élevé, quoi qu'on en dise par rapport aux banques centrales. Mais c'est vrai que les métaux précieux ont bien performé, comme l'or, l'argent, et je pense que, peut-être ça s'est fort accentué ces derniers mois, mais je veux dire que l'or reste malgré tout une valeur refuge qui a été toujours utilisée par les investisseurs. Je ne sais pas si maintenant c'est un effet de mode, mais en tout cas il y a aussi des gros achats au niveau des pays par rapport à l'or, ce qui évidemment qui l'a placé évidemment sur les niveaux actuels, quoi. Ouais, l'utilisation de produits alternatifs comme l'or, comme les métaux précieux ou d'autres classes d'actifs décorrélés reste finalement la couverture la plus simple dans un portefeuille. Il n'y a pas trop à réfléchir et normalement, de manière générale, ça a un effet positif sur la volatilité du portefeuille, un effet positif du coup sur la performance liée au risque du portefeuille. Donc, bien sûr, ici, ces derniers mois, on a vu une performance exceptionnelle de cette catégorie et elle est centrale dans notre portefeuille. Donc, on considère aujourd'hui encore une position alternative comme importante pour la gestion de cette volatilité, quoi. Et à peu près à combien de pourcents d'un portefeuille idéalement ? Idéalement, il n'y a pas vraiment de théorie, tout est lié un petit peu au risque considéré par l'investisseur. Donc le profil de risque reste central dans la construction du portefeuille. Un investisseur qui recherche du risque et est prêt à accepter ce risque n'aura peut-être pas une position extrême dans cette partie alternative. Un investisseur qui est plus prudent dans son portefeuille aura une position un petit peu plus élevée, quoi. On passe maintenant dans la deuxième partie de ce podcast et on va voir ensemble les différentes stratégies qui existent et que les personnes, les investisseurs et les investisseuses qui nous écoutent peuvent appliquer. Déjà, la couverture, est-ce que c'est une assurance ou ça peut vraiment être une stratégie en soi à part entière ? De mon côté, la couverture reste une stratégie à part entière. Quand on travaille les produits dérivés, on est sur du court terme, on spécule et il est absolument obligatoire de se couvrir, même si les probabilités d'une correction sont toujours très faibles, mais elle arrivera au moment où on s'attend le moins. On dirait que voilà, on n'attend pas l'orage pour acheter le parapluie, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois bien. Et vous la voyez plutôt comme... Non, je suis tout à fait d'accord. La couverture doit faire partie d'une stratégie d'investissement. Ça ne doit pas faire partie d'une réaction émotionnelle à un changement dans le marché. Et je reviens à l'idée de profil de risque. Quel est mon profil de risque acceptable aujourd'hui ? Est-il plus élevé ou moins élevé qu'initialement ? Et en fonction de ça, alors on va pouvoir se couvrir plus ou moins dans le portefeuille. Donc non, tout à fait une stratégie d'investissement à part entière. Et en se couvrant trop, est-ce qu'on peut par exemple perdre certaines opportunités ? Comment est-ce qu'on juge le moment où on est assez couvert ou le moment où on est trop couvert ? Je pense que, en principe, investir en bourse, c'est prendre un petit peu plus de risques que d'épargner sur son compte épargne ou de choisir un produit. Donc il y a une certaine acceptation du risque en fonction du profil, en fonction de la durée d'investissement, en fonction des liquidités nécessaires. Donc tous ces critères d'investissement doivent être pris en compte et évalués tout au cours de l'investissement et en fonction du changement on pourrait plus ou moins se couvrir dans le portefeuille, quoi. Oui, je voulais aussi ajouter que la protection, c'est aussi un peu le timing dans le marché, hein. Donc, dans mon cas, on peut utiliser des produits dérivés pour se protéger, notamment l'achat d'options qui, en soi, on risque que la prime. Mais un mauvais timing, si le marché continue à monter, ça va effectivement s'impacter dans la performance, puisque ces protections ont un coût. Et c'est ça un petit peu le souci des couvertures sur les marchés, quoi. Et comme disait mon collègue ici, effectivement, ça dépend un petit peu du profil de risque de tout un chacun, hein. Je veux dire, si
ça vous permettra de mieux dormir et d'augmenter vos protections, je pense qu'il faut aller dans ce sens, quoi. Et quelles sont alors aujourd'hui les techniques les plus efficaces? Écoutez, moi je travaille sur du court terme encore une fois, donc voilà, une diversification avec des actifs non corrélés, c'est pas tellement dans mes stratégies. Donc moi, comme je vous ai expliqué, donc je préfère utiliser des produits dérivés, des futurs couverts par des options ou vice versa. Pour me protéger, mais bon, là on parle bien sûr d'investissement court terme, de spéculation, trading, c'est ça, tout à fait. Et Julien, même question, quand on investit à plus long terme, quelles sont les bonnes techniques à avoir? On dit souvent que quand il pleut, il faut mettre des bottes et c'est mieux qu'elles soient imperméables dans un portefeuille à plus long terme. Donc, premièrement, nous, on n'utilise pas de dérivés dans nos portefeuilles, donc on doit essayer de trouver des alternatives pour pouvoir se couvrir. La diversification, on en a parlé, et ça fait partie de notre stratégie centrale. Donc ça doit être une gestion aussi active, donc diversification sur différentes classes d'actifs, secteurs qui répondent à des facteurs différents, à des régimes différents. Donc ça c'est important. Et alors quand on veut se couvrir sur des risques spécifiques, prenons comme exemple l'année dernière des changements en termes de taux de change euro-dollar, il y a aussi la possibilité d'aller prendre des share classes sur des fonds qui sont déjà hedgés par le fund manager. Donc ça, c'est une possibilité, c'est une technique spécifique à un risque de couverture, un risque de taux de change à ce niveau-là. Ce risque et cette couverture a aussi un coût, donc il faut bien regarder si c'est sur du court terme, est-ce que ça vaut la peine de prendre cette couverture. Donc ça, c'est important aussi de réfléchir à je me couvre, ça me coûte, mais est-ce que je perds pas trop de performance avec ce coût? Donc ça, c'est spécifique sur une share class, ou alors on va aller aussi chercher des managers qui ont aussi des stratégies beaucoup plus flexibles et qui intègrent dans leur gestion, alors là, des dérivés. Donc c'est notre façon aussi de se couvrir dans notre portefeuille. Alors, dernière question concernant les stratégies. Quand on fait le point sur son portefeuille d'actions, parce que j'imagine c'est pas le genre de choses qu'il faut faire quand il y a des gros mouvements à la hausse ou à la baisse sur les marchés. Il faut vraiment l'anticiper. Comment est-ce qu'on définit un bon niveau de couverture et quels seraient vos conseils aux auditeurs investisseurs qui nous écoutent en la matière? Comme je vous l'ai dit, donc la couverture parfaite n'existe pas. De toute manière, à partir du moment où vous avez décidé d'investir en bourse, il y a une part de risque à prendre, et donc après, c'est à évaluer vous-même par rapport à votre portefeuille quel sera votre niveau de risque. Moi, personnellement, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, je suis toujours en position short sur les marchés. Bon, après, je me couvre à la hausse, heureusement, mais voilà, j'essaye de limiter mes couvertures à la hausse malgré tout, et pour profiter de certaines corrections justement pour prendre des gains. Là, c'est bien sûr sur des stratégies court terme. Maintenant, au plus vous augmentez bien sûr vos stratégies de couverture, là, ça se répercutera bien sûr sur les performances qui vont être réduites. Donc c'est en fonction, je dirais, de votre profil personnel de risque. Donc il faut faire un bon diagnostic de quelles sont les pertes que je suis prêt à accuser, ou à quel point mon portefeuille peut-il être exposé à tel type de risque. Tout à fait, et à la différence bien sûr de l'investissement classique, il faut bien prendre en ligne de compte que dans le trading, on est surexposé au marché, donc on a des expositions qui peuvent monter jusqu'à 10 fois le capital initial. Donc là, je pense qu'il faut être extrêmement prudent justement et avoir une gestion de risque optimale, parce qu'un mouvement de marché peut vite amener à des pertes non récupérables, et voilà, c'est ça un petit peu le problème de travailler sur les dérivés. Je parle exclusivement des dérivés, bien entendu. Des pertes avec beaucoup de zéros, du coup. Tout à fait, oui. C'est vrai que ça. Je veux dire, si vous avez un levier de 10 sur votre portefeuille, un mouvement de marché de 2% amène 20% de pertes dans votre portefeuille, ce qui est quand même énorme, je veux dire. Donc, Et Julien, dans votre boîte à outils, dans vos conseils, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs? Donc, nous, on a une gestion, on va dire, bon père de famille. Donc, on est assez, on va pas dire un petit peu plus prudent et un petit peu plus long terme dans notre stratégie. Important, c'est encore une fois en fonction du profil de risque du client. Un portefeuille type va être défini, et ce portefeuille type
doit suivre une stratégie suffisamment flexible et active. Et donc, de manière régulière, on va évaluer comment se positionne le portefeuille par rapport au profil de risque initial du client. Et en fonction de cette photo, de cette évaluation, on fera les adaptations parce que on le voit aussi depuis le début de l'année. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Il faut les identifier. Et si on est capable de les identifier, on arrive à participer de manière continue à la hausse des marchés sur du long terme. Et l'investisseur lambda, à quelle fréquence il doit faire ce point que vous faites, j'imagine, beaucoup plus régulièrement? C'est votre boulot de le faire tous les jours même? Pas spécialement tous les jours, parce que finalement, faire tourner le portefeuille, ça a aussi des coûts. Donc il faut prendre aussi les coûts de transaction en considération. Donc non, pas trop souvent, mais de manière mensuelle ou de manière trimestrielle, avoir une vue d'ensemble de son portefeuille, évaluer les risques, suivre les conditions et les cycles de marché, ça fait partie de notre boulot. Et on termine ce podcast, comme le veut la tradition, avec la question au tracker de l'écho. Cette semaine, c'est une question posée par Feli, un investisseur qui est passé nous raconter sa toute jeune histoire avec les marchés. On écoute sa question. Ma question du moment, c'est par rapport aux obligations. J'aimerais comprendre au fait, les obligations, c'est moins risqué, on a un coupon qui vient chaque année, et puis à la fin, à terme, on a le montant qu'on a prêté. Mais je voudrais comprendre, en fait, quelles sont les obligations aujourd'hui, en 2026, qui vont offrir un rendement. Alors, on le voit, les mouvements sur les taux rendent certaines obligations attractives et les investisseurs particuliers commencent même à se poser la question de l'achat d'obligations pour se couvrir ou pour augmenter certains rendements. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'achat d'obligations, pour moi, est une couverture avec peu de risques à partir du moment où vous prenez des obligations 3 fois, par exemple. En soi, c'est pas vraiment l'investissement, c'est plus, je veux dire, du placement bon père de famille, le marché obligataire. Il y a peu de risques, parfois des risques avec les taux de change si vous prenez des obligations en dollars ou dans d'autres devises. Mais en soi, c'est une certaine garantie, mais ce n'a pas non plus des rendements exceptionnels. Voilà, donc c'est des actifs personnellement que je ne fais pas. Donc les obligations dans nos portefeuilles ont une place importante dans les profils plus défensifs. On a une stratégie de diversification aussi dans la partie obligataire. Donc diversification sur la courbe des taux. Donc ça veut dire on crée un revenu récurrent. Donc de manière annuelle, les obligations arrivent à maturité. Donc on crée un portefeuille où après 3 ans, il y a 15% qui arrive au portefeuille, 4 ans, 15%. Ça nous permet d'avoir les liquidités disponibles pour réinvestir au taux du marché. Donc ça veut dire qu'on réinvestit et on suit exactement les taux. Donc si les taux montent, comme on a vu il y a 3 ans, les obligations perdent beaucoup de valeur, mais c'est pour une période suffisamment courte. Donc ça augmente la patience de l'investisseur qui doit attendre finalement un petit peu plus longtemps pour pouvoir réinvestir ses obligations, mais il va les réinvestir à un taux plus élevé, donc c'est avantageux. Donc on a une gestion très active et structurée du portefeuille obligataire, ce qui nous permet d'aller identifier des émetteurs. Aujourd'hui, c'est vrai que les taux gouvernementaux sont peut-être redescendent petit à petit sur le début de la courbe, donc on augmente un tout petit peu la duration sans prendre trop de risques. Donc on va plutôt chercher des durations à 3-5 ans dans le portefeuille sur des émetteurs de bonne qualité. Donc là, on va descendre un petit peu dans les ratings de crédit, mais on va pas aller dans la portion high yield. Donc ça, c'est vraiment la portion plus risquée. Mais dans du triple B, on arrive à aller trouver des rendements intéressants sur une durée de 3, 4, 5 ans. On trouve encore des obligations aujourd'hui intéressantes.
bien, merci Christophe Klesinski et Julien de Cracker d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui. Si vous aussi vous avez envie de répondre à la question de Feli ou si vous voulez entrer en contact avec nous, écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be ou rejoignez notre groupe Les Traqueurs de l'Écho sur Facebook. C'était Salim Nesba au micro et Louise Pinchard à la réalisation pour Tracker, le podcast Bourse du journal L'Écho. À la semaine prochaine.